On va reprendre tranquillement cette deuxième partie de la première étape. On va appeler les membres du jury. Monsieur Alexandre Lechat, plus jeune élu de la ville du Mans. Madame Magali Bouteille-Brigand, maître de conférence en droit privé à l'Université du Mans. Maître Gazo, qui nous a rejoint. Maître Proust, qui nous a rejoint aussi. Alan et Xavier, nos deux étudiants en droit. Autre chose, dans la salle des goûters des jurys et des candidats, on a retrouvé un sac qu'on a descendu pour ne pas le laisser tout seul. Donc s'il est à quelqu'un... Ok, on a trouvé la propriétaire du sac. Super, et ben on va reprendre cette deuxième partie d'étape. Avec Amélie, du coup, qui nous parlera du sujet « L'amour est-il plus fort que la mort ?» J'avais 10 ans quand j'ai été confrontée à la mort pour la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le décès de mon chat, mon tout premier chat. Iris, il s'appelait. Pour la petite anecdote, j'avais reçu ce chat comme cadeau de Noël. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'étais contente. Je passais mon temps libre avec lui. Iris est devenue très vite une partie importante de ma vie. Puis un soir, il n'est pas rentré. Et le lendemain non plus. Au bout de quelques jours, mes parents et moi avions mis des affiches un peu partout. Quelques semaines sont passées, aucune nouvelle. Au fond de moi, j'espérais encore qu'il s'était perdu, qu'il reviendrait. Un jour, une voisine est venue sonner à la porte. Et à son départ, mes parents m'ont informé qu'elle avait vu le corps de mon chat sans vie au bord de la route. Bref, tout ça pour vous dire que si je peux vous en parler aujourd'hui, si ce n'est pas un détail de mon passé que j'aurais oublié, c'est parce que mine de rien, je l'aimais ce chat. Et donc malgré le fait qu'il soit décédé, l'amour que je lui portais existe encore. Et cela prouve bien que l'amour est plus fort que la mort. En effet, même si la mort est inévitable, bon, sauf si parmi vous, quelqu'un a trouvé une petite potion d'immortalité, dans ce cas-là, je suis preneuse, hein, on ne sait jamais. Même si la mort est inévitable, que l'amour n'arrête pas la mort n'arrête pas l'amour. Bon, certains pourraient avancer que c'est faux, parce que oui, quand une personne meurt, elle arrête d'aimer parce que elle est morte, alors du coup, elle ressent plus rien. Donc oui, la mort, elle est plus forte que l'amour, parce que la mort tue l'amour, et tout ça, et tout ça. Bon, je les arrête là tout de suite. Bon, oui, en effet, aux dernières nouvelles, quand une personne décède, elle arrête d'aimer. Et encore, rien n'est prouvé. Donc, cet amour-là disparaît, d'accord. Mais l'amour qui persiste au-delà de la mort, c'est l'amour donné aux défunts par les personnes encore vivantes. Et cet amour-là reste. Cet amour-là ne disparaît pas avec la personne qui décède. Et c'est d'ailleurs ce qui rend la mort acceptable, à mon sens. Vous imaginez si une personne aimée tombait dans l'oubli à son décès? C'est inimaginable. Inimaginable. Quand une personne décède, elle continue d'être aimée. Et c'est un peu ce qui fait la beauté de la mort au final. Si demain, mes grands-parents venaient à mourir, je continuerais de les aimer. Et
Et ça n'empêche pas que l'idée de les voir partir me terrifie. Ça me terrifie de savoir qu'un jour, les personnes que j'aime, que ce soit ma famille, mes amis, ne seront plus là. Et j'essaie de ne pas y penser. J'essaie. Mais des fois, je me retrouve à imaginer une vie sans elles, sans les personnes que j'aime. Et ça me terrifie. Bon, en plus, en général, ça arrive tard le soir alors que je commence tôt le lendemain, parce que sinon, ce serait pas marrant, hein, vous imaginez bien. Vous pouvez même pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à pleurer en imaginant des scénarios catastrophes. Mais après, je me rassure. Je me dis que même si les personnes que j'aime venaient à partir de ce monde, je continuerai à les faire vivre à travers l'amour que je leur porte. Et c'est une autre raison pour laquelle l'amour est plus fort que la mort. Une personne peut revivre à travers l'amour que lui portent les autres, à travers les souvenirs, à travers les histoires. Et c'est d'ailleurs là toute la différence entre l'amour et la mort. L'amour se transmet, l'amour se partage. L'amour est un sentiment à la fois unique et universel. Et l'amour permet aux personnes décédées de vivre après leur mort. Bon, certes, pas en chair et en os comme vous et moi, mais elles vivent à travers nous. Enfin, pour vous convaincre une bonne fois pour toutes que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, je vais vous parler de Dieu. Je vous rassure tout de suite, aucun propos polémique dans ce que je vais dire. Je vais vous parler de Dieu au sens large. Depuis la nuit des temps, l'homme, à travers ses croyances, a associé Dieu à l'amour. Et l'homme considère également que lorsqu'un être décède, lorsqu'il quitte le monde physique, il va à la rencontre de Dieu. Or, je viens de le dire, Dieu est amour. En d'autres mots, lorsque nous mourrons, nous allons à la rencontre de l'amour. Nous devenons amour. Et cette croyance n'est pas anodine. Cela prouve bien que même dans l'imaginaire des hommes, même dans ces croyances, l'amour persiste au-delà de la mort. Une fois encore, l'amour est plus fort que la mort. Pour finir, j'aimerais vous citer les paroles d'une chanson que j'apprécie tout particulièrement, dont le titre est « Avant qu'elle parte » de Section d'Assaut. Cette chanson parle de leur maman, mais qui est décédée, et j'aimerais étendre les paroles à toutes les personnes que nous aimons. Je cite : « Même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez, avant qu'ils partent. » Merci. Merci pour ta prestation. Au début de l'oral, vous avez parlé de Iris, du coup, votre chat. Je voudrais bien revenir là-dessus. On est d'accord qu'aujourd'hui, vous pensez moins souvent à Iris que quand elle était en vie. Oui. Donc, est-ce qu'au final, ce ne serait pas une victoire de la mort sur l'amour, étant donné que l'amour que vous aviez pour elle, c'est en quelque sorte peut-être un petit peu estompé, vous y pensez moins souvent? Il s'est estompé, mais ça ne veut pas dire qu'il a disparu, donc ça ne veut pas dire que la mort a combattu l'amour. Merci. Bravo pour ta prestation. Et pour en revenir à ce que disait Xavier, ne serait-ce pas le souvenir et non l'amour qui disparaît au fil du temps? Le souvenir, et non l'amour que tu avais envers ton chat qui disparaît? Les souvenirs que nous gardons sont liés à des émotions, dont l'amour. Donc je considère que quand tu as un souvenir de quelque chose ou de quelqu'un, c'est que tu l'aimais au final. Alors, merci pour votre prestation. J'avais envie de vous interroger sur ce que vous pensez des bots qui permettent de parler dans le dollar avec des projections des défunts, puisque c'est une industrie qui se développe énormément actuellement. Il y en a sur le net. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permet d'alimenter l'amour? Est-ce que ça pourrait quelque part détruire l'amour? Ça dépend comment fonctionnent les robots et à partir de quoi il va aller chercher les projections et comment il va les créer, etc. Donc ça, tout dépend
Tout dépend de comment ça va être fait. Je vous remercie. Merci pour votre prestation. La question serait sur le souvenir et l'amour. Justement, est-ce la peur de la mort qui renforce l'amour et les souvenirs et le développement des souvenirs qu'on peut avoir avec ses proches? Je pense que oui. Parce que si on n'a pas peur de perdre quelqu'un ou de plus revivre certains moments, on va moins s'y attacher, moins y accorder de l'importance. Et donc, on va moins s'en souvenir au final. Donc la mort, la crainte de la mort renforce les liens d'amour avec ses proches. Oui. Merci, on peut l'applaudir. Et on va accueillir maintenant Raphaël. Et Raphaël a choisi le sujet suivant. La plume est-elle plus forte que l'épée ? Cher jury, cher public, chers camarades de promotion qui me regardez depuis Twitch alors que vous devriez suivre le cours en visio, la plume est-elle plus forte que l'épée ? J'ai réfléchi longuement. J'ai même joué mon joker. J'ai appelé ma mamie. Et nous sommes arrivés à la conclusion, après plusieurs dizaines de minutes, qu'en fait, ça dépend. Oui, cette réponse qui nous permet à tous de nous en sortir en dissertation de philo au bac, je vous la livre tôt, à dessein. Elle n'est pas définitive, rassurez-vous. Mais spoiler quand même, il n'est pas possible de plaider le pour et le contre de manière radicale à cette question, et je vais essayer de vous convaincre. Lorsqu'on fait face à cette interrogation, il est courant de se représenter l'épée symbole de la violence, de la force des armes, et cette épée, on la voit souvent représentée et maniée par un tyran. Quant à la plume, représentante de la puissance des mots, du livre, du verbe, du discours, elle est imaginée systématiquement employée par le résistant, le juste et le vertueux. Pourtant, l'épée eut ses heures de gloire. Pensez à la figure du samouraï, à la noblesse du chevalier. Et s'agissant de la plume, elle ne démérite pas moins. Si au XVIIe siècle français, qu'on appela aussi le grand siècle, l'Europe parlait français, c'est moins par ses conquêtes que par ses écrivains. Pascal, La Bruyère, Bossuet, La Rochefoucauld, Racine, pour n'en citer que quelques-uns. Ainsi, la gloire des armes fut théorisée. Elle est pensée, elle est chantée. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Iliade commence, c'est par cette injonction. Chante, chante, car c'est du chant que naît l'épopée. Sans chanson, pas de Ronsard à Roncevaux. Sans chanson, on ne peut louer et magnifier l'épée. Lorsque l'on est un adolescent, vivant dans la campagne profonde du Gers, avec sa mère aide-soignante, c'est certainement par la plume, et seulement par la plume, que l'on peut s'affranchir de sa condition d'origine, que l'on peut réécrire l'histoire qui était écrite à l'avance par les déterminants objectifs de sa condition d'origine. Car nous sommes des nains, mais nous pouvons nous jucher sur des épaules de géants. Et cette fameuse citation de Bernard de Chartres illustre très bien la dimension cumulative du savoir. Les écrits restent, ils se transmettent, là où l'épée rouille, et ne laisse à l'humanité comme marque son seul sillon marqué en traits de sang. La force porte des fruits aussi amers qu'elle. Et si l'on connaît bien l'histoire bataille, le récit des guerres faisant la face du monde, peut-être devrions-nous tout aussi bien nous attarder sur l'histoire des grands discours. Je suis sûr que certains vous viennent en tête. Car ce sont eux qui mobilisent les foules, véritable cause des événements. Prenons un petit exemple
quand la plume a pu faire obstacle à la force. Le bon juge Magnot, et je ne parle pas de ça pour draguer le pénaliste du jury, qui inventa l'état de nécessité, qui protégea la petite Louise, qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, et qui avait volé un morceau de pain. Voilà le signe d'un grand cœur, et voilà où la plume put s'interposer face à la répression. Autre exemple, si le soldat inconnu et le dormeur du Val sont connus de tous, c'est bien grâce à la plume qui les a honorés, certes, me direz-vous, elle ne va pas les ramener à la vie, comme la plume de Phénix dans le jeu Final Fantasy. Non, elle fait mieux que ça. Achille savait qu'il devait mourir pour devenir immortel, par le récit que l'on ferait de lui. Enfin, dernier exemple, Napoléon. Il était bien conscient que si la multitude de ses batailles victorieuses serait oubliée, il resterait son code civil, ma véritable gloire, comme il se plaisait à l'appeler. J'ai dit au départ qu'il n'était pas possible de départager entre la plume et l'épée, et pourtant je chante depuis le début la supériorité de la plume, le fait que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. J'y viens. J'ai tâché seulement de donner quelques qualités qu'avait la puissance des mots et dont les armes étaient dépourvues. Si cela est de bon ton, il faut pourtant reconnaître que dans certaines situations, il est préférable de sortir son sabre. N'y voyez là aucun double sens. C'est le cas lorsque, rue du Port, tard le soir, tout plein de joie d'avoir validé votre Master 1, vous vous trouvez face à un grand gaillard d'1m90 qui vous demande votre téléphone. C'est le cas aussi lorsque vous êtes le président ukrainien et que les Russes veulent en découdre. Vous ne réclamez pas de l'aide internationale qu'elle vous envoie des trousses de biques, non. Les pinceaux n'arrêtent pas les chars. La force ne peut être arrêtée que par la force. Voilà pour les qualités de la puissance des armes, que le mot n'a pas. En un mot, elle peut contraindre la volonté, et elle le fait de manière irrésistible. J'aimerais conclure en vous disant qu'entre la plume et l'épée, il ne faut pas trancher, car ce serait méconnaître la dialectique qu'entretiennent ces deux objets. Le mot initie le geste, la plume arme le cœur. Nulle révolution française sans ses orateurs. Mais la plume, si on a vu dans un premier temps qu'elle pouvait servir le beau, le bon, le vrai, elle peut être aussi maniée par les serpents, les crocodiles, les requins et ces autres types d'hommes qui rendent de la vie en ce monde infernal. Nul besoin de remonter au XXe siècle et de mentionner les moustachus énervés qui le peuplèrent. Vous voyez de qui je parle. Nous pouvons prendre un exemple plus récent, l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021, qui faillit mettre en péril le régime démocratique de la première puissance mondiale. Elle fut provoquée à la suite d'un tweet de Donald Trump. Voyez la plume, qui peut désormais être virtuelle, perd sa robe vertueuse et se voit substituer un vernis destructeur. La plume peut être au service d'une colle malfaisante, et quand c'est le cas, elle peut être autant, voire plus efficace que l'épée. Et c'était là tout mon point que j'ai essayé de défendre. Dans le Comte de Monte Cristo, mon roman préféré, le rusé Danglars ne se débarrasse pas de Dantès, qui le jalouse par la force, mais bien par une lettre trompeuse. J'ai mentionné un fameux réseau social plus tôt. Cette question de la plume et d'épée, elle est certainement à examiner à l'aune de notre époque, où des millions de gens peuvent communiquer instantanément, où la guerre ne se fait plus sur le fil de la lame, mais par le truchement de missiles et de drones. Enfin, j'aimerais vous dire que ce que peut créer la plume, et c'est certainement l'espèce la plus dangereuse, c'est le fanatique. Car ce dernier lutte pour ce qu'il croit vrai, fanatisé par un faux prophète, un manieur de plume maléfique, proposant un prêt-à-penser séduisant auquel les esprits les moins critiques adhèrent, se retrouvant marionnettes de la volonté d'un autre. La plume a les défauts de ses qualités, nous l'avons dit, les écrits restent, se transmettent, mais peut-être le risque est ainsi de voir une erreur se perpétuer à l'infini. Je vous remercie. Merci pour ta prestation. Moi, j'ai trouvé ça très pertinent en tout cas. Et j'ai vu que vous aviez eu de multiples références et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour le coup. Merci. Bonjour et merci pour Bonjour. votre présentation qui effectivement est très intéressante et
qui posait pas mal de questions. J'avais envie de vous poser une autre question. Vous avez envisagé la plume au service du bon, la plume au service du mal, et vous avez dit que la plume au service du mal était mère de tous les dangers, de part. Et je me posais la question, est-ce que la plume au service du bon ne peut pas être elle aussi mère de tous les dangers? Pouvez-vous répéter la fin de votre question, s'il vous plaît? Est-ce que la plume au service du bon ne peut pas être mère de tous les dangers? Bien sûr, elle peut l'être. Puisque lorsque l'on écrit, on pense être dans le vrai et on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pensais par exemple aux caricatures. Oui. Très bien. Et donc, vous n'avez pas de... Si la plume au service du beau... Du bon. Du bon ou du beau, hein, ce que vous voulez. Mais j'ai mal compris la question initiale en réalité. En fait, je vous disais que vous aviez démontré dans votre propos que, oui. En gros, tout dépendait de qui tenait la plume. Oui. Et vous avez démontré, du coup, que quand la plume était au service d'un mauvais, ça pouvait avoir des mauvaises conséquences. Et je m'interrogeais sur la plume qui aura des mauvaises conséquences, alors même qu'elle est dans la main du bon. Bien. C'est le cas quand une personne et vous avez fait référence à la caricature, certainement que ça aura des mauvaises conséquences pour lui s'il est dans un régime qu'il ne l'admet pas. Non, je parlais très concrètement des caricatures de Charlie Hebdo. Hein. Oui, je pensais aussi. On peut y penser aussi, mais je pense que ça apporte sur une problématique plus large, qui est celle de la liberté d'expression, qui est celle du fanatisme que j'aurais aimé peut-être plus développer, peut-être à l'occasion d'un autre sujet. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre sujet. Quand on met sa plume en pensant être dans le bon, être dans le beau, on subit la conséquence des persécuteurs, on subit la conséquence des intolérants. Je vous remercie. Merci, Adam. Merci pour votre prestation. Vous avez parlé de l'histoire bataille, l'histoire des grands discours. Sur l'écriture de l'histoire, n'est-elle pas faite uniquement par les vainqueurs de l'épée? Eh oui. Comment tenir face à ce sujet la maxime selon laquelle l'histoire est écrite par les vainqueurs? Comment l'articuler? Effectivement, c'est un énorme problème que de savoir que les perdants n'ont plus voix au chapitre et que ce sont les plus forts qui écrivent l'histoire et qui la tournent dans le sens de leur avantage. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Je reviens devant vous pour vous présenter un aspect purement logistique. Le food truck va arriver sur place dans 10 minutes. Donc je vais me permettre de vous donner le menu qui sera proposé. Vous aurez donc des hot dogs montagnards avec pain à hot dog, saucisses de porc fumé, sauce raclette, tomates, sauce moutarde, oignons frits et frites maison pour 7,50 €. Vous aurez également mac and cheese, macaroni, béchamel au cheddar avec du bacon à 7,50 €. Des brownies, des cookies à 2 € et des donuts à 2,50 €, des boissons. Tout est fait maison. Et afin de pouvoir consommer dans les meilleures conditions, il y a 2 salles qui sont mises à votre disposition, la M105 et la M106. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on va pouvoir vous indiquer les lieux au fur et à mesure. Vous vous dirigez vers les organisateurs et on saura vous indiquer le lieu à cet effet. Merci beaucoup. Maintenant, on reprend avec Sandrella qui va nous parler du sujet suivant. Un cœur, c'est lourd à porter. On peut applaudir Sandrella pour l'encourager. Chers membres du jury, chers publics, chers organisateurs, je vais vous demander, si cela est possible, de placer votre main ici et fermer les yeux le temps d'un instant.
L'entendez-vous? Le ressentez-vous? Il est là, présent, chez chacun d'entre nous. Il bat plus ou moins vite, selon la situation. Bon, je peux vous assurer que le mien bat très vite en ce moment. Le cœur, cet organe vital et central qui nous permet donc de vivre, de ressentir certaines émotions, d'haïr, d'aimer. Le mien, il me fait mal. J'ai mal au cœur. J'avais moins de 10 ans, j'avais 15 ans, j'avais 17 ans quand ils m'ont fait du mal, touchant à ce qu'il y avait de plus précieux à mes yeux. Eux, ils sont partis, le cœur léger, laissant le mien noyé, submergé, le laissant peu à peu s'alourdir de tristesse, de peur et de haine. Physiquement là, mais le cœur meurtri. Combien de fois j'ai failli céder à cette voix qui me disait de m'en aller? Combien de fois mon cœur criait au secours, peinant à trouver l'aide qu'il lui fallait? Rien, vide. Tais-toi, oublie ça, cache ça, détruis-toi, tue-toi. Il était lourd, très lourd. Il l'est encore, mais le sera-t-il pour longtemps? Elle a été violée, il a fui son pays en guerre, elle a perdu ses parents, son mari a un cancer. Il convient de préciser qu'il existe des situations diverses et variées, mais pourtant si uniques, propres à chaque personne. Ainsi, chaque être humain porte en lui un poids qu'autrui ne connaît pas. J'ai l'impression d'être coincée sous une pierre, déclara Aourou. Oui, un cœur, c'est lourd à porter, répondit Sophie. Petit contexte rapide, ce personnage avait perdu son cœur et à la fin, Sophie le lui remet. D'où cette citation. Paraissant anodine, celle-ci est lourde de sens selon moi et reflète une profonde réalité commune à tous. En effet, qui de nous n'a jamais ressenti d'émotions fortes? Qui n'a jamais été peiné et submergé d'émotions? Qui n'a jamais eu cette sensation? Un cœur, c'est lourd à porter. Le philosophe grec Aristote affirmait que le cœur est le siège des sensations, des passions et de l'intelligence. Le cerveau, quant à lui, ne servait qu'à refroidir le corps, selon lui. Notre cœur est bel et bien le centre de nos émotions, les plus profondes, nos joies, nos peines, nos espoirs. C'est en lui que nous conservons les souvenirs les plus précieux et les plus douloureux de notre vie. En effet, nous pouvons tous nous rappeler des moments où nous avons été brisés par la douleur, où nous avons été dépassés par les émotions, des excès de peur, des excès de colère, où notre cœur nous a paru si lourd. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous ressentons souvent une douleur profonde qui semble peser sur notre cœur. Cela peut arriver également lorsque nous faisons face à des défis, à des difficultés de notre vie, tels que des problèmes de santé, des difficultés financières ou des relations brisées. Lorsque nous sommes confrontés à des choix importants dans notre vie, tels que le choix de poursuivre une carrière ou de fonder une famille, eh bien, notre cœur peut également être lourd de responsabilités et de la pression de prendre la bonne décision. Ainsi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et chaque expérience, heureuse ou douloureuse, laisse une empreinte sur notre cœur. L'empreinte est toujours là. Mais le cœur n'est pas seulement un organe qui nous permet de vivre, mais Annie Marquier, mathématicienne et ancienne enseignante-chercheuse à la Sorbonne, précise que le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tous les organes du corps, 5000 fois plus intense que celui du cerveau.
N'est-ce pas incroyable? Et il a été observé que ce champ électromagnétique variait en fonction de l'état émotif de l'être humain. Ainsi, quand nous avons peur, que nous ressentons du stress, eh bien, il devient chaotique. La sensation de cœur lourd se manifeste donc même physiquement. Oscar Wilde disait « Le poids de ce monde est trop lourd pour qu'un seul homme le porte, et la souffrance de l'univers trop cruelle pour un seul cœur. » C'est avec un cœur très lourd que nos pensées se dirigent vers ceux qui subissent, à ceux qui ont survécu aux catastrophes naturelles, et plus particulièrement au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie récemment, ainsi que le cœur du monde entier. Le temps est figé. Les recherches sont longues. Leur cœur est certainement démoli. S'ils s'en sortent physiquement indemnes, le cœur, lui, n'oubliera jamais. Je le sais. Moi-même ayant connu la guerre à l'âge de 4 ans et demi, quittant le Liban, mon cœur se serre toujours autant à chaque bruit de détonation dans les films, à chaque exercice de survie à l'école et même au feu d'artifice. Le vécu ne peut qu'affecter le cœur de l'être humain. Mais heureusement, l'espoir l'accompagne durant tout ce voyage. Il est le remède qui entoure un cœur cicatrisé avec de l'énergie positive pour nous aider à mieux se relever. En effet, s'il a été prouvé scientifiquement que des émotions négatives entraînaient un schéma chaotique du rythme cardiaque, eh bien, l'inverse est tout autant valable. Annie Marquier l'a souligné. En réalité, les états émotionnels positifs ont l'effet inverse sur le cœur et le cerveau, bénéficiant à l'ensemble du corps et affectant la façon dont nous percevons, pensons, ressentons et agissons. Elle précise qu'il apparaît nécessaire d'essayer de remplir notre cœur de sentiments positifs, tels que la gratitude, la joie, l'empathie, l'ouverture à l'autre. Il me semble donc essentiel d'effectuer un travail permanent sur soi. En effet, comme il existe un cercle vicieux dans le mal, le bien ne peut qu'engendrer du bien. Le fait d'essayer, dans une démarche d'amélioration continue de soi, de s'imprégner d'énergie positive, ne peut que rendre notre cœur plus léger. Assurément, si l'on souhaite l'alléger, il est important d'essayer de se libérer en s'exprimant à autrui, à nos amis, à nos proches, à des professionnels, ou bien encore à Dieu pour les croyants. Dans son article paru le 27 décembre 2022, Gemma Sanchez-Cuevas, psychologue, l'explique. En effet, si nous ne les exprimons pas, notre cœur ne pourra pas avancer et il souffrira des émotions refoulées. Selon moi, le cœur souffrira alors, et encore, et il s'alourdira avec le temps et les épreuves qui s'accumulent au fur et à mesure que nous évoluons. Bien que cela soit difficile, c'est à nous de choisir comment nous portons les fardeaux de cette vie. Nous pouvons choisir de les laisser nous consumer ou bien de tenter de les utiliser afin de devenir plus forts et plus sages. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, écrivait Louis Aragon dans son poème « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Il apparaît donc normal que le cœur de l'être humain soit amené à ressentir tant d'émotions, et malheureusement, il devra au cours de sa vie se confronter à certaines épreuves qui seront beaucoup trop fortes et rendront son cœur lourd, sur le plan physique et également mental. N'oublions pas que vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte permanente. Parler, c'est se libérer. Parler, c'est avancer. J'en suis convaincue, ce cœur si lourd à porter sera un jour vainqueur et allégé. Merci. Merci beaucoup Sandrella pour ta prestation. Je vais laisser la parole au jury s'il y a des questions.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez le cœur léger maintenant? Un peu plus. Est-ce qu'on vous a déjà brisé le cœur? Oui. Merci. Du coup, est-ce que quelque part, ce que vous nous avez démontré, c'est que finalement, à deux, le cœur est plus léger à porter? Oui, si on parle, si on s'exprime à autrui, on partage nos douleurs, eh bien, il peut en ressortir plus léger. Je vous remercie. Merci. Difficile de rebondir, mais les décisions prises sur le cœur, si on peut user de cette expression, ne rendent-elles pas ces mêmes décisions plus ou moins rationnelles par rapport à celles prises par votre cortex? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Les décisions prises sur le cœur, avec votre cœur, ne rendent-elles pas ces mêmes décisions plus ou moins rationnelles par rapport à celles prises par votre cortex? Alors, il est vrai que l'on a tendance à dire qu'il vaut mieux prendre des décisions avec le cerveau plutôt que le cœur, car parfois les décisions prises avec le cœur peuvent amener à certaines situations délicates, mais je pense que tous deux sont comme liés, intrinsèquement liés, et ensemble ils réagissent, prouvés scientifiquement, ils coexistent. Merci. On peut l'applaudir, oui. Et c'est maintenant au tour de Tao, avec le sujet suivant. L'imagination gouverne-t-elle le monde? Ne pensez pas à un éléphant rose. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, et donc pensez malgré vous à l'animal. L'esprit humain est fascinant. Si au contraire on lui demande de le visualiser, il est possible que celui-ci se retrouve submergé par des pensées parasites. Les psychologues distinguent deux types d'imagination. Il y a d'abord l'imagination reproductrice, qui nous permet de conserver et de reproduire les images de nos sensations passées. Ensuite, il y a l'imagination créatrice, qui nous permet non pas de reproduire, mais de créer de nouvelles images en combinant d'une manière originale celles que l'on possède déjà. L'imagerie mentale n'est pas que visuelle, elle est également olfactive, auditive, gustative et tactile. Il est donc tout à fait normal que lorsque je dis « ne pensez pas à un éléphant rose », vous y pensiez. En effet, l'imagination est indissociable de la pensée. Au moment où vous entendez la phrase, l'information est transmise à votre cerveau par le biais des neurones. Celui-ci crée ensuite l'image quasiment instantanément dans votre esprit à partir de ce qu'il connaît d'un éléphant et de ce qu'il connaît de la couleur rose. Étant donné que l'imagination est indissociable de la pensée, et que la pensée est ce qui nous a permis de façonner le monde à notre guise, est-ce l'imagination qui gouverne le monde? Le monde a été pensé et continue de l'être pour établir le futur. Nous avons vu que l'imagination est soit reproductrice, soit créatrice d'images mentales. Pour transformer le monde dans lequel nous vivons, il ne faut pas simplement reproduire ce que l'on ressent. Il faut chercher à assembler ces images, à les déconstruire, à les combiner, afin de créer quelque chose de nouveau. Si je vous demandais par exemple d'imaginer une abeille lion, vous auriez tous des idées. Une abeille avec une crinière, un lion avec des ailes, ou encore un lion avec un gros dard, ou toute autre sorte de fantaisie. Les scientifiques de tout temps utilisent une méthode similaire. Mendeleïev ou encore Pasteur ont dû imaginer des mondes beaucoup plus petits que le nôtre. Leur imagination, qui a comparé des images entre elles, a donné lieu à la conclusion selon laquelle il existerait un monde élémentaire rempli d'atomes et un monde microscopique rempli d'organismes. Nous pouvons nous-mêmes imaginer par quelles réflexions ils sont passés. Il se pourrait en effet qu'en réfléchissant au système solaire et à l'univers, ces scientifiques se soient sentis minuscules. En partant de cette impression, ils ont pu se dire que de la même manière que les planètes sont immensément grandes vis-à-vis de nous, nous étions les immenses d'un autre monde.
Il fallait ensuite prouver ces hypothèses. En plus de conjecturer, il fallait que les techniques d'observation suivent la progression de la science. Les sciences ont donc dû imaginer des instruments tels le microscope optique. Toutes les inventions passent par ces étapes. Et chaque étape est le résultat de réflexion et d'imagination. Prenez l'exemple d'Internet, il fallait y penser. Imaginez un tel réseau qui lie les personnes et les informations partout sur Terre est tout simplement prodigieux. Cette invention est elle-même liée à celle du numérique. Toute notre société est le résultat de ce qu'ont imaginé nos aïeux. Sommes-nous vraiment dans la réalité telle que nous la concevons ? Vivons-nous simplement dans l'imagination et de ce qu'elle produit ? Ne sommes-nous pas seulement le fruit de l'imagination des générations précédentes ? Nombreuses sont les questions que nous pouvons nous poser après avoir compris l'influence colossale de l'imagination sur le monde et sur nous. L'imagination, qui permet à la science de se développer, entraîne une nouvelle phase d'imagination, la science-fiction. La science-fiction s'est particulièrement développée ces dernières décennies. Vous avez forcément des idées de titres de films ou de romans en tête, traitant de la science et du futur. Il y a aussi une certaine tendance à la dystopie, ce qui veut dire que nous sommes arrivés à un tel point de développement technique et technologique que cela pourrait en devenir néfaste pour nous. Cependant, même si ce n'est pas très optimiste, c'est très important puisque la science-fiction nous permet d'appréhender certaines situations futures. L'État prend cela très au sérieux. Avez-vous déjà entendu parler de la Red Team ? Cette équipe, composée d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes et d'experts scientifiques et militaires, ont pour objectif d'imaginer des scénarios futurs probables. Des scénarios qu'ils créent découlent des décisions de l'État et de l'État-major, pour les aider dans certains choix. Par exemple, s'ils rédigent un scénario de montée des eaux et de montée du terrorisme, l'État peut le prendre en considération et ordonner un renforcement de la marine, développer l'industrie navale, ou toute autre décision qui pourrait donner un coup d'avance à la France. C'est significatif. Même l'État reconnaît l'importance d'imaginer le futur. Nous pourrions rapporter ce processus au jeu d'échecs. Un bon joueur essaie d'anticiper les coups de son adversaire. Pour ce faire, il tente d'imaginer tous les coups qu'il pourrait lui opposer. Il imagine donc plusieurs futurs afin d'assurer sa supériorité sur le plateau. Aux échecs, celui qui a le plus d'imagination et qui réfléchit le plus gagne. Nous imaginons et pensons absolument tout ce que nous faisons dans la société. Les artistes doivent bien imaginer leur œuvre pour la créer, de la même manière qu'un architecte imagine la maison qu'il souhaite bâtir. Ou encore, lorsque vous passez un oral, vous essayez de prévoir les questions que vous posera le jury. L'imagination gouverne-t-elle le monde ? Oui, lorsqu'elle est confrontée à la réalité. Elle est liée à la pensée en ce qu'elle pose des images sur nos réflexions. Elle fonde la société de demain, nous permet d'inventer et de découvrir de nouvelles choses. Elle nous permet également de conjecturer sur les événements passés. Comment ont été construites les pyramides ? Atlantide a-t-elle réellement existé ? Qu'est-ce que Stonehenge ? En plus de gouverner le monde, nous pourrions dire qu'il y a une certaine intemporalité. L'imagination a gouverné, gouverne et gouvernera le monde jusqu'à l'annihilation de l'humanité. L'imagination gouverne-t-elle le monde ? Nous sommes instinctivement partis vers une réponse de cette question. Nous avons certes utilisé la définition neurologique de l'imagination, mais nous pourrions aborder le mot « monde » d'une perspective différente. Je pense notamment au monde intérieur, qui est en chacun d'entre nous, où l'imagination peut déployer son plein potentiel. Nous pouvons avoir un aperçu de ce monde et de ce plein potentiel au moment des rêves. Personnellement, je n'y arrive pas, mais ceux qui les contrôlent peuvent façonner leur propre monde à leur guise. Je n'y arrive pas, mais je profite tout de même de mes rêves. Chaque jour, je me souviens de moi 1 ou 2 rêves. Certains me semblent vagues et d'autres très clairs. Mais si je ne fais aucun effort, ils disparaîtront. J'adore rêver. Bien entendu, ce pourrait être génial de les contrôler, mais laisser libre cours à notre imagination, c'est surprenant. J'ai quand même ressenti des choses que je n'aurais jamais cru ressentir. Comme par exemple que ma vie dépende de celle d'une poule. Je me suis retrouvé à affronter un grizzly vert et un tigre afin de la protéger. La sensation d'être déchiqueté sans mourir est très étrange et effrayante. Mais bon, j'ai quand même réussi à sauver la poule. L'imagination est fascinante quand elle est au stade le plus haut de sa liberté. Cependant, même les rêves sont fondés sur des expériences, des souvenirs et toute l'imagerie mentale de mon vécu. Même s'ils semblent très étranges,
Les rêves se basent sur les deux types d'imagination. Si l'on en revient à la question, l'imagination gouverne-t-elle le monde? On a dit que oui, elle le gouvernait. Mais imaginez s'il y avait quelque chose au-dessus de l'imagination. Elle gouvernerait donc à son tour le monde. Peut-on dire que celui qui contrôle l'imagination gouverne le monde? Immédiatement, nous viennent en tête des exemples. La propagande permet de transmettre une façon de penser et d'imaginer. En Allemagne nazie, la propagande dépeignait la population juive comme étant une race inférieure, étant à l'origine de tous les maux du monde. Cette propagande affectait grandement la population, qui se laissait conduire là où le souhaitait le gouvernement. Il suffisait simplement de symboles pour que l'imagerie mentale des gens se mette en marche. L'étoile jaune, qui était imposée aux Juifs dans tout le Troisième Reich, manipulait l'imagination du reste de la population. Lorsqu'un habitant voyait cette étoile, il imaginait toutes les abominations racontées par la propagande. Ces symboles avaient pour objectif de manipuler l'imagination afin de créer des images mentales. Il me semble que l'on peut dire que le parti nazi contrôlait l'imagination, et donc qu'il gouvernait son monde. Cette importance des symboles est soulignée par Gustave Le Bon dans La psychologie des foules, où il explique comment fonctionne une foule, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et comment certains hommes les ont utilisées afin de la guider là où ils le souhaitaient. Les autodafés de livres, le fait de les brûler, sont là pour encadrer l'imagination, puisque les livres sont la projection du monde intérieur de l'auteur. C'est d'ailleurs pour cette raison que le contrôle de la jeunesse est si important. En ne lui donnant que certains angles de réflexion, l'imagination des jeunes ne peut pas déployer son plein potentiel. Ils réfléchiront donc en fonction des images mentales sélectionnées par le pouvoir. Nous pouvons remonter à l'héraldique, qui est la connaissance des armoiries, où toutes celles-ci, ainsi que les blasons, avaient un sens qui inspirait la crainte, la confiance ou la colère des autres maisons. Les peintures de guerre provoquaient aussi cet effet. On peut imaginer la férocité des guerriers au vu de leur tenue ou au vu de leur peinture. Aujourd'hui encore, la symbolique est importante. La publicité l'utilise à merveille. Si vous pensez au M de McDonald's, vous imaginez ensuite le burger, les frites et tout ce qui s'ensuit. Pensez également à la politique. Vous trouverez forcément des idées que vous associez à certaines images. Après toutes ces réflexions, un conseil s'impose. De la même manière qu'en sport où l'on affine ses techniques et que l'on se muscle, continuons d'entraîner notre imagination et continuons d'affûter notre esprit critique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tao. Des questions? Puisque vous avez imaginé la question que j'allais vous poser, quelle est-elle? J'avais imaginé celle-ci, que vous me posiez la question par rapport à cette phrase. J'avais aussi imaginé que vous me posiez pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et j'ai aussi imaginé la question selon laquelle vous me poseriez la question selon laquelle, si je pense être libre ou non dans mon imagination. Moi, je vais vous demander d'imaginer si le Paris Saint-Germain va battre le Bayern de Munich mardi soir. Ça me semble quand même difficile, au vu de leurs prestations, mais on y croit. Vous venez de perdre 2 points pour ma part, en tout cas. Je vous remercie pour votre prestation très intéressante et très stimulante. Du coup, j'avais 2 questions. C'est embêtant, hein. 2 questions. J'ai imaginé 2 questions. Alors, vous avez parlé de la science-fiction, domaine de prédilection. Est-ce que, selon vous, la science-fiction est véritablement de l'imagination ou seulement de l'anticipation ? Nous avons vu que l'imagination permet justement de construire la société. Donc, en imaginant des scénarios futurs, certains peuvent ne pas survenir, mais certains peuvent tout à fait arriver. Et le but, justement, de la science-fiction, qui relève d'une forme d'imagination, est d'essayer d'anticiper le futur. C'est l'objectif de la Red Team qui essaie de donner un avantage à la France en géopolitique. Très bien. Et du coup, je me posais aussi comme question, parce que vous avez parlé de la naissance en fait des idées, et c'était très intéressant. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y exister une imagination spontanée ? Dans quel sens ? Puisque l'imagination est spontanée dans le sens où lorsque nous entendons des mots, nous posons des images dessus. Oui.
vous entendez des mots, donc ça, c'est pas spontané. Mais, Ah. mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer quelque chose sans avoir vu, sans avoir un mot qui nous a fait penser à... Est-ce que notre ami Saint-Exupéry, quand il écrivait Dessine-moi un mouton, est-ce que c'était provoqué ou spontané? Il me semble difficile d'imaginer sans mots, puisque il me semble que c'est Hume qui le dit, mais nous pensons dans les mots, enfin c'est dans les mots que nous pensons, et comme je l'ai dit, la pensée est indissociable de l'imagination, et inversement, donc je ne pense pas qu'il y ait d'imagination spontanée. Je vous remercie. Deux petites questions. Merci pour votre présentation. Peut-on planifier le futur sans l'imager? Sans l'imager, il paraît difficile justement de planifier un futur qu'on ne peut pas se mettre en tête. Si on ne l'a pas en tête, il n'existe pas ou pas encore. Une autre petite question, peut-être plus légère, sauf en matière fiscale, est-ce que nos politiques ne manquent-ils pas d'imagination dans leur proportion à se tourner vers l'avenir à court, moyen et long terme? Ils ont besoin d'imagination en tout cas pour concevoir de nouvelles lois, essayer d'appréhender l'évolution de la société. Après, est-ce qu'actuellement ils en ont? Je suppose que oui, puisque tout le monde en est doté. Merci. Alors, la question était attendue, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'on est libre dans l'imagination ou est-elle sérieusement limitée par la réalité? Il est vrai que nous sommes inscrits dans un cadre social dû à notre naissance, à l'environnement dans lequel nous évoluons. Il y a également une limite dans nos sens. Nous ne ressentons pas les mêmes choses que les autres, et ce peut être une certaine limite, mais le contact avec autrui, justement, permet d'éveiller. C'est pour ça que je dis qu'il faut entraîner notre imagination et affûter notre esprit critique, et ne pas croire tout ce que nous pensons, nous, et notre imagination nous montre. Merci pour ta prestation. On va accueillir maintenant Alizé. Alizé avec le sujet suivant. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, c'est ce que l'on devient. Cette phrase est issue du film Harry Potter et la Coupe du Feu. Elle est prononcée par Dumbledore, qui est le directeur de l'école de magie. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter, mais pour ceux qui n'auraient malheureusement pas vu ne serait-ce qu'un seul des films, je vais vous faire une petite explication. Alors bien sûr, rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer les films les uns après les autres, ce serait un petit peu long. Non, je voudrais revenir sur un point. Il faut savoir que dans le monde magique d'Harry Potter, certains sorciers font une distinction entre, d'un côté, les sorciers de pur sang, c'est-à-dire dont les parents étaient eux-mêmes des sorciers, et de l'autre côté, les sangs de bourbe, c'est-à-dire dont les parents, en fait, étaient des moldus, c'est-à-dire sans pouvoir magique. Et donc certains sorciers considèrent les sangs de bourbe comme étant illégitimes à être sorciers. Et Dumbledore, en disant cette phrase, ce qui compte, ce n'est pas la naissance, c'est ce que l'on devient, il veut dire par là que peu importe, en réalité, que vous soyez ou non sorcier, ce qui importe, c'est ce que vous devenez. Ainsi, ce n'est pas parce que vos parents étaient sorciers que vous serez systématiquement un bon sorcier. Et inversement, ce n'est pas parce que vos parents étaient des moldus, c'est-à-dire sans pouvoir magique, que ça fera forcément de vous un mauvais sorcier. Alors Dumbledore, si tu m'entends, je suis désolée, je t'adore, mais pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec toi, je n'ai pas un avis aussi tranché que le tien. Si je prends au pied de la lettre ce que tu dis, et que je transpose cette distinction entre sorcier de pur sang et sang de bourbe à notre réalité, cela voudrait dire que peu importe que tu sois né dans une famille bourgeoise ou dans une famille pauvre, on ne retiendra pas d'où tu viens. Alors certes, je te rejoins sur le fait que notre cadre de naissance, donc la situation de nos parents au moment où l'on est, ne définit en rien ce que l'on va devenir. Toutefois,
en fonction justement de ce cadre familial. Ça va définir notre caractère, nos envies, nos passions, nos convictions, nos rêves. Et ainsi, un enfant né avec, comme on dit, une cuillère en or dans la bouche n'aura pas les mêmes envies qu'un enfant né comme moi dans un petit bourg du nom de Savigny-l'Évêque. Alors moi, je suis très fière de ma petite commune, d'y avoir vécu, de vivre dans la ferme familiale là où mon père et ses frères et sœurs y ont passé toute leur jeunesse. Mais il est évident que je ne vais pas avoir les mêmes envies que Chelsea et Kaiden nés à Dubaï dans une villa plus grande que ma maison et mon jardin réunis. Alors pour ceux qui ne verraient pas de qui je veux parler, ce sont des enfants d'influenceurs. Quand je dis influenceurs, c'est pour ne pas dire que notre télé-réalité. Ainsi, il est important de ne pas renier d'où l'on vient. En effet, j'estime que quelqu'un qui est né avec tout aura forcément plus de mérite que quelqu'un... non, pardon, je reprends. Je veux dire que un enfant qui est né avec rien aura plus de mérite que quelqu'un qui est né avec tout. Alors après, attention, je ne dis pas qu'un enfant qui est né dans une famille aisée ne mériterait pas sa carrière en tant qu'avocat, médecin ou autre. Mais cette personne aura forcément eu plus de chances de réussir dans la vie qu'une autre. Pour illustrer mon propos, prenons un cas concret, assez connu, celui de Cristiano Ronaldo. Il s'agit bien évidemment du footballeur. Pour la petite histoire, Ronaldo, en plus de ne pas avoir été désiré par ses parents et que sa mère ait voulu avorter de lui, il est né dans une famille très modeste, avec un père alcoolique et un frère dépendant à la drogue. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs de football au monde. Ronaldo a une diète très stricte. Il ne boit pas d'alcool, n'est dépendant à aucune drogue, il ne fume pas, il fait du sport 5 fois par semaine et s'entraîne 3 à 4 heures par jour. S'il suit un tel régime depuis des années, c'est bien évidemment pour être le meilleur. Mais c'est aussi par rapport à son histoire. Par exemple, s'il ne boit pas, c'est parce qu'il ne veut pas finir comme son père. Tous les sacrifices qu'il fait, c'est pour que ses enfants ne vivent pas ce que lui-même a pu vivre. Imaginons si son père n'avait pas été alcoolique. Imaginons si Ronaldo était né dans une famille aisée. Peut-être qu'il ne serait pas devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Car il n'aurait pas eu la même envie d'être le meilleur. Il n'aurait pas eu la même persévérance de réussir dans la vie. Donc encore une fois, Dumbledore, je suis d'accord avec toi sur le fait que certes, ce qu'on devient, c'est le plus important. Mais en réalité, pas vraiment, parce que notre naissance l'est tout aussi. Par exemple, là, maintenant, on s'en fiche de savoir où je suis né. Ça vous importe peu de savoir comment je suis né. Enfin, comment je veux dire, comment vous devez vous en douter. Mais ça vous importe peu de savoir si je suis né dans un environnement stable ou pas. Dans le moment présent, ce n'est pas ce qui compte. Pour autant, aujourd'hui, si je suis là devant vous, alors c'est bien évidemment parce que j'en ai envie. Je n'ai pas été forcée, rassurez-vous, mais c'est aussi grâce à mon histoire, à mon background, comme on dit. En effet, je vais vous faire une petite confidence. Depuis petite, j'ai tendance à parler assez vite, à bégayer sur certains mots, à pas trop faire la distinction entre certains sons. J'ai même eu des cours d'orthophoniste. Et être là devant vous, arriver à parler devant un amphithéâtre entier, c'est une sorte de revanche pour moi. Ça me permet de montrer que j'ai évolué, que j'ai grandi, et qu'aujourd'hui, que ce bégaiement n'est plus qu'un lointain souvenir. Si je n'avais pas eu ces problèmes de bégaiement, je ne serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui, qui sait. Ainsi, l'environnement dans lequel on est a forcément un impact sur ce que l'on va devenir. Et cet environnement est tout aussi important que notre devenir. Notre passé influence notre avenir. Voilà, merci. Merci. Merci Alizé, c'était trop cool. Est-ce que le jury a des questions? Pas de questions? Si, ça marche. Bon, je ne suis pas chroniqueur sportif, mais comme vous me tendez des perches sans arrêt, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du transfert récent de Cristiano Ronaldo dans un état du golf? Moi, j'y connais Il n'est pas de Savigny-l'Évêque. Mais... bah, tant mieux pour lui. En plus, je crois que c'était un gros contrat. Donc la carrière ou l'argent, vous, c'est l'argent, c'est ça? Oui. D'accord. On a tout compris, merci. Pour une fois, ce ne sera pas une question, mais en vous écoutant, ça m'a fait penser à une de mes chansons préférées. Je sais que je commence à devenir un peu vieille, mais il y avait un chanteur qui disait « Chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en sera le prix ». Et c'est ce que m'a inspiré votre discours. Merci. C'est gentil. J'ai pas la même référence musicale.
sur ce que l'on devient aux yeux à vos propres yeux, aux yeux des personnes de l'extérieur, sur le terme de méritocratie par rapport à l'héritage. En fait, est-ce que la méritocratie n'est-elle pas qu'une question d'un travail plus fourni pour compenser un moindre capital ? Vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît ? Est-ce que le concept ou le terme de méritocratie n'est-elle pas qu'une simple question de travail pour compenser un moindre capital ? Si, oui. Oui, forcément. Quand on travaille et qu'on réussit, on mérite ce qu'on a fait parce qu'on a fourni du travail. Après, si on a réussi dans la vie parce qu'on connaissait telle personne ou telle personne, je trouve qu'on est moins méritant que la personne qui a travaillé dur pour en arriver là. Merci. Question. Selon vous, qu'est-ce qui vous a permis de sortir de votre village pour se trouver ici, là, devant nous, dans cet amphithéâtre ? Justement, comme je l'ai dit, c'est pour montrer que j'ai évolué. Par exemple, en L1, là je suis en première année de master, et en première année de droit, j'en aurais été incapable. Mais justement, le droit, ça m'a donné une certaine confiance que j'avais pas avant. Et voilà. Et est-ce que l'on peut devenir quelque chose sans confiance, du coup ? Oui, je pense qu'avec de la volonté, comme on a pu dire tout à l'heure, oui. Avec de la volonté. Voilà. Merci beaucoup, Alizé. On continue avec notre avant-dernière candidate. C'est Noémie qui va nous parler du sujet « Tout vient à point, à qui c'est attendre ». On peut applaudir Noémie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cette attente insoutenable dans la file du musée du Louvre, où arrivé devant un panneau sur lequel vous aviez mis tant d'espoir, pire qu'Égée sur la voile de Thésée, vous lisez finalement 4 heures d'attente à partir d'ici. Je vais vous parler des attentes d'une vie, des attentes qui vous prennent aux tripes et vous animent durant des années. Méritons-nous tous le prix de nos efforts ? Est-ce que tout vient à point à qui sait attendre ? Ou alors, tout cela n'est-il qu'une illusion ? Peut-être que nous ne sommes pas récompensés du tout, que notre vie finalement ne dépend pas de nous. Je pense que tout vient à temps à qui attend l'heure. Tout vient à temps à celui qui ne lâche rien, dont les échecs renforcent la volonté. Nelson Mandela s'engage contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud en 1943. Plus tard, il est arrêté et condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. 27 années d'emprisonnement. Plus d'un quart de siècle dans la même cellule, traité comme un chien, un moins que rien. En effet, sur l'île Robben, les prisonniers noirs sont moins nourris que les Asiatiques ou que les Indiens, prisonniers eux aussi. Ils doivent porter shorts et sandales, alors que les prisonniers non noirs ont droit à des pantalons et à des chaussures. Mandela refuse même d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions. Il veut être libéré, mais sans condition. Il souhaite se battre jusqu'au bout pour ses valeurs. Le 11 février 1990, il est finalement relâché. Sorti de prison, instantanément, il soutient la réconciliation des peuples. Il deviendra le premier président élu démocratiquement et se verra recevoir le prix Nobel de la paix. Mais pensez-vous vraiment qu'il l'aurait reçu s'il avait accepté d'être libéré de prison au détriment de ses convictions ?
Pensez-vous que quelconque réconciliation entre les Blancs et les Noirs aurait été mise en place s'il avait trahi toute l'opinion publique derrière lui? Au contraire, il a su attendre, et il n'a jamais cessé de se battre jusqu'à recevoir une récompense qu'il méritait bien. Robinson Crusoe, ce personnage qui voulait conquérir, s'approprier son territoire jusqu'à reconstruire une société plus juste, échoue sur une île chilienne fructueuse. Là-bas, il fait sa loi, forme des contrats avec d'autres esclaves. En effet, il leur promet sa protection si ces derniers acceptent de participer à ses plantations, à ses exploitations. Dans la version originale, aucun groupe n'exerce de tyrannie sur l'autre. Aucun privilège n'est accordé à qui que ce soit. Dans sa conquête vers la liberté, Robinson connaît l'esclavagisme et 2 naufrages avant d'échouer sur l'île chilienne. Et s'il avait abandonné après son premier naufrage et qu'il était rentré en Angleterre, quel autre personnage aurait littéralement bouleversé la société où l'individu ne s'affirmait que selon son sang, selon son père, pardon. En effet, ce livre a permis à tous les bourgeois de s'affirmer, en soutenant l'individualisme contre une société où la noblesse était largement privilégiée. Ce livre a eu un réel impact sur les gens. Il a même encouragé la Révolution française. Mais l'attente, ô combien l'attente peut être douloureuse. L'attente, n'est-ce pas parfois la plus grande des injustices? Le sacrifice des années pour une seule cause ou pour un seul être? Qui de Van Gogh, peintre spectaculaire, Galilée, astronome visionnaire, ou encore Nietzsche, philosophe extraordinaire, a connu la gloire? Aucun. C'est seulement bien des siècles suivants, eux dans leur tombe, face au néant, qui, profitant de leur travail qui n'a vu soleil levant, nous nous exclamons aujourd'hui « Waouh, c'est épatant !» Et puis, que faisons-nous de ceux qui chuchotent sous une fenêtre? Moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté, sans jamais montrer leur visage, qui font passer les autres avant eux-mêmes et n'avouent leur amour que quand il est trop tard. À l'inverse, certains préfèrent agir maintenant, sans attendre. Achille, le demi-dieu grec, a fait le choix de mourir jeune mais victorieusement, plutôt que de vivre longtemps mais dans l'ombre. Il savait que la guerre de Troie allait possiblement mettre sa vie en péril. Thétis, sa mère, l'avait averti. Pourtant, il mourra en tant qu'héros légendaire de la guerre de Troie, même s'il y perdit la vie. Ainsi, comme il le voulait, il ne sombra jamais dans l'oubli. D'autres encore ne croient pas en la justice et ainsi préfèrent recourir à la vengeance qui est plus immédiate. Il est vrai, la justice n'est pas parfaite. Patrick Dills a passé 13 ans de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Faire justice soi-même peut tout de même paraître inutile. Ça soulage peut-être sur le moment, soit, mais cela n'apporte que des ennuis. Je ne prétends pas juger son acte, mais le père du petit Grégory, qui a préféré tuer de ses propres mains le principal suspect du meurtre de son fils, persuadé qu'il était coupable, a finalement écopé de 5 ans de prison. Cet acte n'a pas fait avancer l'enquête, mais n'a fait que noircir ce tableau mystérieux. Même La Fontaine le dit, « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » L'agacement, l'impatience, l'impulsion nous font reculer dans notre tâche. Et puis finalement, l'assassinat, n'est-ce pas punir facilement le meurtrier? Celui-ci n'aura même pas goûté à l'attente douloureuse de sa liberté. Vivre dans une cage, telle une poule en batterie, n'être confronté à rien qu'à soi-même et peu s'importer du jour de la semaine, à part du numéro, compter +1 chaque matin et n'attendre qu'une chose, retrouver son quotidien. Attendre, n'est-ce pas mieux que rien attendre du tout? Quoi de plus affreux que de subir son existence, vivre sans passion, sans romance, la tête dans le guidon, ne viser aucune délivrance? N'attendre ni de cette vie, ni d'une autre,
Il ne risque pas d'arriver grand-chose à celui dont la vie est aussi sombre que les abysses méditerranéens, celui qui n'attend rien. Alors, je dis non aux théories fatalistes, je ne crois ni aux horoscopes, ni à la loi de Murphy. Je ris des superstitions, ce n'est pas parce que vous avez croisé un chat noir que vous passerez une mauvaise journée, mais si tous les jours vous souriez à votre voisine aigrie, demain, peut-être, se plissera le bout de son nez, jusqu'à apercevoir, encore mieux que dans un rêve éveillé, une dent plus blanche que vous imaginiez. Au tennis, celui qui finit par gagner, n'est-ce pas celui qui renvoie la balle en dernier? Savoir attendre, c'est aussi résister. Pénélope attend Ulysse, défaisant son ouvrage pendant 20 ans, et refuse de se remarier. Voilà, vous avez été patient et attentif, comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. Merci beaucoup, Noémie. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que vous pensez de la loi du talion? Pas grand-chose. Œil pour œil, dent pour dent, oui. Voilà. Je pense que c'est exactement comme le cas de la peine de mort, si vous voulez, d'encourager la peine de mort, c'est de répondre par la violence à la violence. C'est infini, tout simplement. Et donc, je pense que c'est infini et que ce n'est pas du tout la meilleure des façons pour aboutir à quelque chose de positif. Vous avez parlé d'Achille. Quel est votre tendon d'Achille? Votre question? Merci. Alors, je voulais savoir s'il y avait des situations où il était même déconseillé d'attendre. Je pense que la vie est très courte et qu'il faut sauter sur toutes les occasions qu'elle nous offre, nous propose. Cela peut être en amour, professionnellement. Des perches nous sont tendues au quotidien, mais parfois nous avons peur, nous reculons. Et cela, je trouve que c'est bien dommage. Il faut donc se hâter lentement. Voilà, être patient. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce que se faire attendre est une bonne chose? Non, parce que finalement vous faites perdre du temps à l'autre. Je ne vous accuse pas. Mais je pense que il faut vivre dans l'action et il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Et je pense que si nous empressons de retrouver cette personne, il faut être ponctuel. Et est-ce que se faire attendre, ce n'est pas aussi un peu se faire désirer? Oui, c'est vrai. Sur certains, ça va marcher, mais d'autres ne voudront pas vous revoir après, quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Donc désormais, on va laisser place au dernier candidat à faire sa prestation, donc Enzo, pour la problématique pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Il faut devenir la guerre de Rambo. Vous voyez, monsieur, moi je suis me faire attendre, je passe en dernier. J'espère que ça suscite en vous un certain désir. J'ai apprécié ces petits applaudissements. Moi, ils apprécient tous, je pense. Moi, je m'imagine consul, devant le Sénat, applaudi après une belle conquête. Et là, Rome qui s'insurge.
Oui, c'est lui qu'il nous faut. Alors j'espère être celui qu'il vous faudra. Mais bon, là je vous parle d'un temps qui remonte à il y a 2070 ans. Je pense que Aznavour, là, n'aurait rien pu faire. Non, la guerre, ce n'est plus ça. La guerre, ce n'est plus la gloire. Et la guerre, c'est la haine. La guerre, c'est la destruction. Quand on pense à la guerre, maintenant, on pense à qui? On pense à Rambo, d'où la citation. On pense aussi aux guerres napoléoniennes, au mieux. Et pourtant, les deux ne sont pas complètement dénués d'intérêt. En effet, dans l'esprit de Rambo, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Il faut se renforcer physiquement, il faut devenir une machine de muscles, avoir les plus gros flingues qu'il faut et dézinguer tous les Vietnamiens qu'on trouve. C'est ça, survivre à la guerre. Et pendant les conquêtes napoléoniennes, il y a un petit monsieur du nom de Karl von Clausewitz qui a influencé à peu près toute la doctrine militaire des 100 prochaines années, qui avait à peu près la même pensée. Oui, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Pour survivre à la guerre, il faut détruire son adversaire. Pour survivre à la guerre, il faut faire preuve de violence. Il faut écraser tout ce qu'on trouve. Et c'était à peu près ça. Alors, on peut se dire que ça, c'est purement théorique, que ça ne se manifestera jamais, que c'est idiot. C'est une fantaisie des scientifiques militaires. Oui, parce que les scientifiques sont tout à fait fantaisistes la plupart du temps. Oui, c'est à vous que je m'adresse, Madame Brigon. Je plaisante. Et pourtant, vous vous rappelez sûrement d'un jour que vous avez appris en cours d'histoire, un jour où un deuxième soleil a naquis au pays du soleil levant, le 6 août 1945. Paf ! 100 000 morts, 30 000 blessés. Une ville complètement ravagée. La population japonaise qui l'a appris après était complètement terrifiée. Et là, c'est le point de bascule, le point de rupture. Pour gagner une guerre, il faut être violent. Pour gagner une guerre, il ne faut pas hésiter à prendre 100 000 vies en une fraction de seconde. Pour gagner une guerre, il faut avoir des gens à décorer. Alors on les a décorés, et on a décoré leur avion, et on a dit félicitations messieurs, grâce à vous l'Amérique est sauvée de ces maudits japonais, grâce à vous, le monde, la démocratie, tout ça ne feront qu'un. Par la violence absolue, la démocratie a pris de l'ampleur. Et puis bon, le temps a passé, on a eu la guerre froide, tout ça. Et puis vous me direz, bon, la guerre maintenant, on n'en a plus vraiment. Puis 1994, la guerre en Tchécoslovaquie, et puis le massacre au Rwanda, le génocide au Rwanda, pardon. Non, on n'a plus vraiment de guerre. Bah, c'est vrai que lorsque l'on voit les actualités, on a l'impression que l'on ne supporte plus vraiment la misère. Vous non plus, vous ne supportez pas, je suppose. Lorsque vous voyez un SDF dans la rue, vous tournez le regard. Je fais la même chose, rassurez-vous. Je suis mauvais, comme vous. Alors, pour ne pas s'infliger la misère d'un monde cruel, on castre notre langue. Et alors on ne parle plus de guerre, non. Il n'y a plus de guerre dans un monde civilisé. Comment voulez-vous avoir un monde civilisé? Comment voulez-vous avoir un monde en paix s'il y a de la guerre? C'est absurde, c'est idiot comme idée. Alors, j'ai un petit plaisir coupable, je vous l'avoue. Tous les jours, je m'en vais à la bibliothèque universitaire. Je prends le journal Le Monde, je lis les actualités, et je vois une crise économique, encore une. Et puis des tensions géopolitiques. Et puis quelques violences par-ci par-là. Et puis ça me replonge un peu en enfance. Lorsque, au retour des vacances, on croisait sur ces routes, ces grandes autoroutes, la violence à l'état pur, les accidents. Et la gravité qui fait ravage, la gravité qui est cruelle, sans pardon.
Celle qui vous prend 5 membres d'une famille comme ça. Et puis, dans la voiture, il y avait ma mère. Ma mère qui nous disait à mes sœurs et moi, ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, tout va bien. Les pompiers sont là, vous ne regardez pas. Fermez les yeux, fermez les yeux. Cachez-vous les yeux. Et alors, j'ouvrais les yeux, j'écartais mes doigts et je constatais l'ampleur des dégâts, la violence, et je me disais, je me posais cette question interdite, cette question que l'on se pose tous à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont morts? Évidemment! Évidemment qu'ils étaient morts. Comment pensez-vous qu'ils auraient pu survivre? Mais bon, il y avait maman. Maman elle disait mais non, tout va bien. Alors qui croire? Me croire moi? Croire ce que disait ma mère? C'est un peu le même dilemme qu'on a aujourd'hui. Qui croire? On voit des violences, on voit des crises, on voit des tensions, on voit tout ça. Mais on voit pas de morts dans les journaux. On voit pas de morts, on voit pas de guerre. Il y a les plus grandes violences de notre siècle qui se produisent sous nos yeux. Mais ne vous inquiétez pas, non, il n'y a pas de guerre en Ukraine, ce n'est qu'une invasion. Maman est là, elle vous rassure, ce n'est qu'une invasion. En Israël, mais non, en Israël, ce n'est pas du tout une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens qui depuis plus de 50 ans, même depuis plus de 70 ans, se massacrent tous les ans. Non, ce n'est pas une guerre. Ce n'est qu'un conflit. Et puis au Yémen. Le Yémen. Le Yémen, on n'en parle plus. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas entendu parler du Yémen? Moi, je m'en souviens plus. Ça se trouve, j'étais même jamais né. Je sais pas. Et puis bon, le Yémen, oui, il se passe des trucs. Les petits Yéménites, ils n'ont pas à manger. Il y a des conflits entre les habitants, il y a une guerre civile. Mais non, ce n'est pas une guerre, ce n'est qu'une crise. Ne vous en faites pas. Mais finalement, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ces médias-là, ils ont raison. Peut-être que pour survivre à la guerre, il suffit de la castrer. Pour survivre à la guerre, il suffit de la travestir. La violence, elle subsistera peut-être, mais au moins vous aurez survécu à la guerre. C'est une bonne méthode, hein? Ouais. C'est un peu déplorable. Je vous l'avoue, oui, c'est déplorable. Mais bon... Au final, est-ce que vous et moi, on ne s'en ficherait pas un peu? Ça ne nous atteint pas. Ce n'est pas chez nous. Alors oui, tant pis. Castrons notre langue et nous survivrons. Travestissons la guerre et nous survivrons. Merci. Merci Enzo. Alors, vous avez traité des usages contemporains du terme guerre. Je voudrais avoir votre réaction lorsque votre réaction au propos d'Emmanuel Macron quand il a déclaré « Nous sommes en guerre » au sujet de la pandémie de coronavirus. Bien écoutez, mon cher camarade, je pense que ces termes sont d'une stupidité absolue. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas un grand fan de la politique de notre cher président. Et je n'ai pas été un grand fan de la façon dont il a traité les choses lors de la crise du coronavirus. Dire que c'était une guerre, ça ne relève pas du bon sens. Ce n'est pas ça une guerre. Les mots ont un sens, et je pense que traiter d'une pandémie, traiter d'une crise sanitaire, comme ça a été après le cas, là ça aurait été plus correct, à la fois pour nous et à la fois pour lui-même. Parce que dire que nous sommes en guerre, non, nous ne sommes pas en guerre. Là, par contre, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Russie et nous ne le disons pas. Emmanuel Macron n'assume pas d'être en guerre contre la Russie. Et ça montre bien un peu le niveau d'hypocrisie de nos élites. Voilà à peu près ma réponse. Lorsque tu as parlé de la guerre, tu as fait des références historiques. Et pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre.
et notamment par rapport aux grandes guerres qui ont pu se passer, ce sont toujours les démocraties qui en sont sorties vainqueurs. Ne serait-il pas un modèle qui se base sur la violence ? Alors, je doute que lors de la guerre du Vietnam, ce soit une vraie démocratie qui en soit sortie, mais enfin bon, après, c'était une démocratie populaire. Au final, bon, peut-être. Est-ce que la démocratie est un système qui se base sur la violence ? La question est un peu tordue parce que pour imposer sa vision des choses, et ça c'était Clausewitz qui le disait lui-même, pour imposer ses idées, pour imposer sa pensée, il faut être violent. Au final, que ce soit la démocratie ou n'importe quel autre régime, un régime communiste, oui, pourquoi pas. Un régime autoritaire d'une autre nature, tous sont violents. Le fascisme de Mussolini, le nazisme, le communisme l'a été et les démocraties l'ont été. La violence, ce n'est pas un mal qui ronge l'idéologie. C'est l'idéologie qui fait qu'il y a violence. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bravo pour être intervenu sans note. Merci. Est-ce que vous pensez que l'on peut rire de tout ? Oui, bien sûr qu'on peut rire de tout. Alors, je ne vais pas vous faire le discours banal de « oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Hein, Rire de tout, mais pas dans toutes les situations, c'est ça qui est différent. Là, j'ai peut-être ri avec vous de la violence d'Hiroshima, et je le regrette. Vous avouerez que Hiroshima n'est pas mon tendre amour, comme dirait Marguerite Duras. Enfin, pour elle, c'est le cas, mais pas pour moi. Mais j'espère que, en tout cas, mon humour vous a séduit. J'ai une deuxième question. À un moment, vous avez crié, vous m'avez un peu sorti de ma torpeur. Est-ce que vous pensez qu'il faut crier pour être entendu ? Eh bien, en soi, la violence est un cri. Et finalement, si, selon Clausewitz, pour faire entendre une idéologie, il faut être violent, alors oui, il faut crier pour se faire entendre. Merci, monsieur. Merci pour l'intervention et je rejoins ce qui a été dit sans note, c'est très agréable. J'avais juste une question. Vous avez envisagé la guerre comme nécessairement violente. C'est vrai que la référence de Rambo s'y prêtait. Je me demande surtout aujourd'hui si la guerre est forcément violente. Qu'est-ce que vous direz, vous ? Je vous pose la question, parce que je sais que vous avez une petite référence à me donner. Est-ce que la guerre est forcément violente ? Est-ce que la paix est forcément tendre ? Vous savez, on appelle bien des choses la guerre. On nous dit, oui, il y a encore une trentaine d'années, nous étions en guerre, c'était la guerre froide, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Est-ce qu'il y avait vraiment une guerre ? Alors, il y avait une guerre économique, certes. Ça plairait à M. Emmanuel Macron qui appelle tout et rien une guerre. Mais il y avait aussi d'autres guerres qui se passaient en parallèle. Une guerre d'idées. Et une guerre qui ne s'est pas faite sans perte, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller demander aux Américains qui ont subi la guerre du Vietnam, ou aux Français qui ont subi la guerre d'Indochine un peu avant. Oui, la guerre est forcément violente. Je ne partage pas, mais je comprends. Merci. Merci, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Pour survivre à la guerre, ne faut-il pas la déserter ? C'est un peu lâche comme question. Mais vous avez raison. Pour survivre à la guerre, oui, le meilleur moyen, c'est de ne pas y prendre part. Alors nos amis suisses ont bien compris. Alors après, ce ne sont pas des déserteurs. Non, le déserteur, c'est différent. Le déserteur, il sait que s'il y prend part, que s'il monte au combat avec ses amis, c'est cuit. Alors la désertion, on peut en penser ce qu'on veut, mais finalement, oui, c'est une bonne façon de survivre à la guerre.
C'est tout. Je C'est vous remercie. tout. Merci Enzo. Je voudrais qu'on applaudisse également notre jury, s'il vous plaît. Et les membres du jury, je vous invite à suivre Thibaut, qui vous conduit dans une salle pour le délibérer. Le public, je vous invite à rester ici. Ça va durer à peu près 10 minutes le délibéré. Vous pouvez vous faire attendre, évidemment. Ça va durer à peu près 10 minutes. Pourquoi c'est important que le public reste avec nous ? Le jury va sélectionner 10 candidats. Sur ces 10 candidats, le public aura l'opportunité d'en emmener un directement en demi-finale. Donc il loupe une étape. Et sur les 5 candidats qui ne seront pas sélectionnés par le jury, vous aurez l'opportunité d'en repêcher un pour qu'il continue l'aventure. Donc vous sauvez 2 personnes. Voilà. Tu voulais rajouter un ? Non. Voilà. Lucas, il veut parler. À tout de suite.